De façon verbale ou écrite, c'est un contrat entre un propriétaire de local ou de lieu d'habitation et un demandeur moyennant de l'argent. Il est très souvent commun de voir le montant de loyer varier au fil des années et ou au gré du propriétaire, mais également de voir des locataires insolvables ou même indélicats. Dès lors, chacun use des moyens en sa possession pour faire pencher la balance de son côté. À tort ou à raison, on en parle dans un instant. Mesdames et messieurs, bienvenue. Vous regardez tout droit. Le programme se propose d'apporter des réponses aux questions de société à travers le regard des hommes de loi. Vous l'avez compris, ce jour nous parlons de bail. Est-ce qu'un changement de bailleur change également les termes du contrat ou alors locataire insolvable? Qu'est-ce que vous risquez? Pour nous accompagner, je reçois sur ce plateau Maître Russell Chemou, il est avocat au barreau du Cameroun. Maître, bienvenue et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci Oriane, bonjour à vos millions de téléspectateurs. C'est un immense privilège pour moi d'être convié à cette émission qui a pour but d'éclairer la population, puisque comme j'ai coutume de le dire, mon peuple périt faute de connaissances. Et la question du bail est une question qui se pose avec acuité sur la place publique. Merci. Merci. Mesdames et messieurs, pour planter le décor, je vous propose de regarder cet élément qui porte la griffe de Zipierre. En cas d'erreur, le bailleur, il y a certains bailleurs qui ne sont pas compréhensifs. Pourtant, il y a certains bailleurs qui te permettent de dialoguer avec eux. Ils te disent que si tu as un peu, tu amènes, vous allez gérer la situation. Mais certains bailleurs ne comprennent pas ça. Ils décident seulement de dire que non, il faut libérer. Eux sont sûrs que parce que tu n'as pas les sous. Certains bailleurs ne sont même pas compréhensifs. Comme moi, je loue une boutique. C'est un peu compliqué là-bas. Si tu fais l'erreur, et les bailleurs là, surtout même les héritages là, les bailleurs là viennent discuter. Tu loues un local, tu as au moins 2 bailleurs à 3 bailleurs. Et dans chaque temps, tu es dans les difficultés. Il faut parler à ce monsieur, il faut parler à cette dame. Tout le monde vient chez toi. Donc, il y a des bailleurs vraiment qui dérangent. Il y a aussi des locataires qui ne veulent pas payer le droit des bailleurs. Donc, à mon avis, il faut essayer de faire un grand débat pour ça, pour avoir une solution. Sinon, vraiment, le pays s'y va mal. Moi, je l'avise avant le temps. Je l'avise avant le temps que je vais avoir un retard de paiement. Parce que souvent, actuellement, aussi, je vous dis même, nous sommes dans un retard de salaire. On ne nous paye pas à temps. Souvent, on nous paye avant. Souvent, on nous paye après. Donc, on n'a pas un tas fixe pour payer vraiment la location. Je suis en même temps bailleur et locataire. Aussi, je suis là. Mais je ne dérange pas mes bailleurs, mais mes locataires. Même les locataires me dérangent. Il y a un locataire qui a déjà fait maintenant 2 ans, il n'a même pas payé. Mais je ne l'ai jamais parlé. Je sais qu'il est embêté. Voilà le pourquoi je ne le parle pas. Parce que pour manger, même il vient chez moi pour manger. Bon, le conseil que je peux donner aux locataires, c'est que quand tu es chez quelqu'un, tu dois payer ses loyers. Hein? Et puis aux bailleurs, bon, il faut qu'ils soient indulgents parce que parfois, le salaire ne passe pas et le locataire a des difficultés. Même toujours est-il qu'il finit par payer. Entre le bailleur et moi, nous, on n'a pas de problème. Hein. C'est un problème d'entente. Ça dépend de chacun son sentiment. Parce qu'il y a les bailleurs qui sont violents, il y a d'autres qui ne sont pas violents. C'est un problème d'entente. Parfois même, quand le moment arrive que tu n'as pas encore l'argent, tu fais comprendre à ton bailleur que vraiment, patientez-moi, il t'écoute, il te patiente, parce que d'habitude, vous n'avez pas de problème. Mais d'autres ne l'acceptent pas. Ça devient un autre problème. Les locataires qui sont parfois malhonnêtes, qui ne payent pas leur loyer. Et puis le bailleur, lui, à son tour, leur menace. Oui, parce que les locataires doivent vraiment payer leur maison. C'est de leur droit. Et puis le bailleur aussi doit aussi comprendre que les temps sont durs, être compréhensif. Les rapports qu'on entretient avec mon bailleur, c'est le fait que avant même que la fin du mois n'arrive, il est déjà là pour toquer, donc il harcèle. Il se comporte avec les menaces du genre, si ce qu'on ne paye pas à temps, il va nous mettre dehors, etc. Puisque je ne suis pas en location seul, je suis avec mon frère. Bon, parfois, quand ça ne donne pas, on peut le voir, mais lui, il ne comprend pas. Donc, deux fois, ça ne donne pas.
Non, ce que nous on a envisagé, c'est de déménager. Parce que c'est la seule solution. Oui, il faut déménager. Très bien, maître. J'ai envie de demander si c'est la seule solution déménager lorsqu'on ne s'entend pas avec son bailleur. Sinon, quel est le regard général que vous faites après avoir écouté ces Camerounais au sujet du bail? Alors, on va commencer par celui qui parlait de déménager. Vous savez, est-ce que déménager, c'est déporter le problème? Ça veut dire c'est de quitter d'un bailleur pour aller chez un autre. Ça veut dire que si lui, il est le problème, il ne paye pas les loyers, ça veut dire qu'il va chez un autre bailleur également, envers qu'il ne va pas honorer ses engagements. Absolument. Alors, au regard, l'analyse que je peux faire sur le Vox Pop qu'on vient de suivre, c'est très important. C'est que c'est du 50-50, comme disait l'un des intervenants. La mauvaise foi est partout aujourd'hui et c'est devenu très compliqué. Pour nous, les hommes de justice qui avons au quotidien ces affaires, c'est du 50-50. Ça veut dire que vous avez parfois des bailleurs qui ne sont pas bons, qui ne sont pas humains, qui ne sont pas humanistes. Et pareillement, vous avez des locataires qui sont souvent d'une mauvaise foi avérée, terrible. Et aussi, il existe des bailleurs de bonne foi et des locataires de bonne foi. Seulement, de plus en plus dans notre société, la mauvaise foi est devenue le commerce général. Vous avez des gens qui s'éternisent dans des logis, dans des maisons, des gens sans vouloir payer. Et parfois, le bailleur, c'est son pécule, c'est sa retraite, c'est son aliment. C'est ça qui permet au bailleur de vivre. Parfois, ces derniers jours, parfois, c'est une maison qu'il a fait construire pour subvenir à ces derniers jours. Donc, on a cette situation qui devient de plus en plus compliquée. Mais il faut également que dans la société, et c'est parce qu'aussi, il n'y a pas un juridisme qui est attaché de plus en plus au bail. Il y a beaucoup de problèmes parce que les gens ne formalisent pas. Ok. Bon, justement, ça rejoint la question que j'allais vous poser. Je l'ai dit à l'entame de cette émission, mais vous êtes le professionnel, vous me dites, contrat de bail oral ou verbal ou écrit, est-ce que c'est ça a le même poids, est-ce que c'est la même valeur? Sinon, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, très bonne question parce que pour y répondre, il faut d'abord définir le bail. Vous l'avez dit, c'est un contrat. Généralement, chez nous, on dit synalagmatique, ça veut dire que ça comporte au moins 2 personnes. Et c'est un contrat à exécution successive. Donc, ça veut dire que c'est un contrat qui se fait sur qui a une durée. Qui comporte un bailleur, qui est généralement le propriétaire, et un preneur où on appelle locataire. En fait, le bailleur met à sa disposition son local, sa maison à la disposition du locataire, qui en contrepartie doit payer le prix et l'utiliser en bon père de famille. Voilà un peu généralement le contrat de bail. Maintenant, sur le formalisme, quand vous consultez la loi, le code civil, parce que déjà il faut savoir une chose, il existe 2 types de bail au Cameroun. Il y a le bail à usage d'habitation, ce que certains appellent le bail simple, et il y a le bail à usage commercial ou professionnel. Mais il ne faut pas anticiper sur mes questions, allez-y. Donc, alors, maintenant, sur le formalisme, il faut dire que quel que soit le bail, il est généralement... Le principe veut que le contrat de bail peut être écrit, le bail peut être verbal. C'est le principe. Mais, moi je dis toujours, et ce n'est pas moi qui le dis, c'est la loi également. Il faut dire que dans le bail à usage d'habitation, la loi même permet même cette souplesse de l'oralité. Mais il y a un danger. Il y a un danger parce que le formalisme s'impose. Le formalisme, c'est que la plupart des contrats de bail sont supérieurs à 5 000 francs. Or, quand on lit le Code civil, notamment à ses articles 13, 41 du Code civil, on vous dit que toute convention, tout acte qui est supérieur à 5 000 francs doit être consigné soit par acte notarié ou acte sous seing privé, c'est-à-dire écrit. Donc, on voit par là que le contrat de bail doit être écrit. Autre chose, si demain il y a un problème, comment vous pourrez apporter la preuve? Et aujourd'hui, pour saisir le tribunal, pour une question de bail, il faut produire un contrat de bail enregistré aux impôts. Et on ne peut pas enregistrer un contrat de bail qui est verbal, même si la loi permet parfois à l'époque, je crois, aux impôts, il y avait une déclaration verbale de bail, mais c'est toujours un formulaire qui comporte des mentions. Donc, si le principe veut que le contrat de bail peut être écrit ou verbal, mais le formalisme écrit aujourd'hui s'impose pour des raisons de preuve et des raisons administratives, notamment à l'égard des impôts.
On comprend bien il est enregistré et imposable, le contrat de bail. Bien sûr, voilà. bien sûr. Alors, il y a un fait commun aujourd'hui. On va revenir sur le fait qu'il soit enregistré et imposable parce qu'on sait très bien que le bailleur, lui aussi, quand il a les problèmes, ça devient difficile lorsqu'il n'a pas enregistré et surtout quand il ne paye pas ses impôts. Mais il y a un fait commun aujourd'hui. Lorsque vous trouvez un local qui correspond à peu près à vos exigences ou à votre demande, très souvent, le bailleur demande entre 10 et 12 mois, parfois avec ou sans caution. Est-ce que c'est légal? Est-ce qu'il a le droit de le faire? Alors, à la vérité, les questions de loyer et ses accessoires, c'est-à-dire caution, la loi dit que le loyer est discuté librement entre le bailleur et le locataire. Ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est un contrat. La liberté contractuelle, c'est la loi des parties, c'est les parties qui commandent. Si vous voyez un local, une maison qui vous plaît, le bailleur vous demande 10 mois et que vous ne pouvez pas, vous dites non. C'est le contrat, c'est le consentement et la capacité. Donc si vous n'avez pas la capacité, vous ne consentez pas, cela vous ne contractez pas. Donc ce n'est pas prévu généralement. Le loyer, le bailleur va vous dire, bon, mon loyer c'est ça. Ce qui n'est pas le cas généralement pour des logements publics ou autres. Mais en matière privée, le montant du loyer, la caution ou le nombre de mois à payer sont discutés librement entre le bailleur et le locataire. Il n'y a pas une loi qui impose. D'accord. Donc, vous n'êtes pas d'accord, vous ne prenez pas. Alors, dans notre Vox Pop, on a écouté un monsieur qui avait un local et plusieurs bailleurs. Comment est-ce que ça se passe dans ce type de contrat? Et là, j'ai l'impression que c'est plus verbal qu'écrit. Alors, il faut distinguer selon qu'on est dans un bail à habitation ou un bail commercial. Donc, on comprend bien, il a dit qu'il a une boutique. Il a dit, voilà, je veux commencer un bail à habitation. Généralement, il y a pas, le Code civil n'a pas prévu ce cas de problème. Mais il y a une dérobade qu'il faut généralement utiliser. Si vous avez une situation, aujourd'hui, les successions ne sont généralement pas réglées. Nous sommes dans une vie des doigts, on sait de quoi on parle. Très bien. Il y a souvent des successions qui ne sont pas réglées et il y a des ayants droit qui se battent. Et parfois, le locataire se trouve entre le marteau et l'enclume. Il faut savoir une chose, c'est que qui paie mal, paie deux fois. Ça veut dire, si ce n'est pas à la bonne personne, s'il n'y a pas de jugement d'hérédité, il n'y a pas de désignation du véritable bailleur, alors ce qu'il y a lieu de faire, c'est de saisir un juge de référé afin qu'il désigne un séquestre où il va reverser les loyers, quitte à ce que les bailleurs s'entendent pour aller récupérer l'argent et partager. Voilà la première solution. En matière commerciale également, c'est prévu dans l'acte uniforme sur le droit commercial général. S'il n'y a pas, il y a une incertitude sur le bailleur, le preneur, le locataire peut saisir le juge compétent afin qu'il détermine le véritable bailleur ou, à défaut, il devra désigner un séquestre entre les mains duquel les loyers seront reversés, quitte à ce que ceux qui se présument bailleurs s'entendent et vont récupérer l'argent et partager. Mais toujours est-il qu'il faut que dans le contrat, quand on veut signer un contrat, qu'on se rassure. Puisque dans le contrat, il y a des éléments. Vous avez le consentement, la capacité, l'objet et la cause licite. La capacité, il faut que les parties qui agissent aient capacité de jouir des exercices sur le contrat qui va être signé. Est-ce que c'est le véritable propriétaire? Il faut que le locataire qui va contracter vérifie et s'assure à la source qu'en face de moi, j'ai le véritable propriétaire qui est mon bailleur. Alors là, nous sommes en train de parler de local, des murs et tout. Est-ce que c'est pareil lorsqu'on veut, par exemple, louer un espace vide? Il y a des gens, en fonction de la localisation de votre terrain, ils peuvent venir vouloir louer un espace devant parce que c'est peut-être proche de leur objectif. Est-ce que c'est pareil lorsque l'espace est complètement vide? Alors, c'est aussi une très bonne question. S'agissant du bail à habitation, on ne peut pas parler, moi je pense qu'on ne peut pas parler de bail à habitation sur un terrain nu. D'accord. Mais cette question se pose en ce qui concerne le bail à usage commercial. Oui. Parce que l'article 101 de l'acte uniforme OHADA sur le droit commercial général a prévu que ce type de contrat est considéré comme un bail à usage commercial. Parce qu'en fait, on loue un terrain nu parce qu'on veut y ériger une activité commerciale, industrielle, artisanale ou professionnelle. Donc, généralement, c'est un bail à usage professionnel, c'est permis. Et il faut bien que le contrat soit encadré. Parce que parfois, ce type de bail se confond avec le bail amphithéotique. Parce qu'on a quelqu'un... En français facile. Un bail amphithéotique, en fait, c'est un bail à usage. Ça peut être
un usage commercial ou d'habitation où le preneur va ériger la bâtisse. Il va construire le bâtiment pour l'exploiter pendant une durée plus ou moins longue, moyennant le reversement d'un loyer. Donc là, c'est un type de bail encore plus complexe, un peu plus complexe dont le montage juridique nécessite l'intervention d'un expert. Ok. S'agissant toujours des locales avec plusieurs bailleurs, est-ce que lorsqu'on aura par exemple vu un juge qui aura désigné quelqu'un, est-ce que ceci pourrait changer les termes du contrat? Je veux dire, est-ce que si on change de bailleur, les termes du contrat sont changés? Alors, en principe, non. Parce que le locataire qui est venu contracter était de bonne foi, je présume. Et la loi dit la bonne foi est présumée. Il est venu, il croyait qu'en face de lui, il avait le véritable propriétaire qui est son bailleur. Donc, il a contacté, ce qu'on dit chez nous, en connaissance de cause. On ne peut pas, demain, lui reprocher le fait que en fait, il a été trompé, il s'est fait tromper par le bailleur. Et que celui qui sera désigné vient lui dire, on va revoir les termes de contrat. Ce n'est pas possible. Tout ce que le juge qui va saisir, va désigner, c'est désigner le bailleur ou le séquestre. Le juge ne va pas entrer dans le fond du contrat. Maintenant, le contrat sera exécuté pour la période pendant laquelle il a été contracté. Parce que le locataire de bonne foi, il ne pouvait pas savoir que la maman que je vois en face de moi là n'est pas la véritable propriétaire, ou du moins c'est la veuve, mais il y a un jugement d'héritier qui a désigné le fils comme administrateur. Donc il a contacté avec la maman parce qu'elle lui a dit, voilà, peut-être elle est arrivée dans la maison, il a vu les photos de la maman avec le papa, alors qu'il y a un jugement d'héritier qui désigne plutôt que c'est le fils. Donc il agit en connaissance de cause. Celui qui sera désigné ou le véritable bailleur va devoir agir avec lui puisque il est de bonne foi et attendre que le contrat soit expiré pour lui proposer un nouveau contrat. D'accord. Alors parlez-nous maintenant, vous avez dit il y a deux types. On a le bail habitation, on a le bail commercial. Les obligations de chaque partie. Alors, le bail d'habitation, comme cela se dit, c'est un bail qu'on contracte où le locataire va habiter. C'est pour vivre, accueillir sa famille. Généralement, c'est en quelque sorte le domicile. Or, le bail à usage commercial, c'est pour l'exercice d'une activité industrielle, commerciale, artisanale ou professionnelle. En fait, on y va pour faire les affaires. Alors, les obligations des parties sont presque les mêmes. Le bailleur doit mettre à la disposition du preneur, du locataire, un espace conforme, en bon état. Le bailleur doit lui garantir un usage paisible de cet espace. Le bailleur doit effectuer les grosses réparations, notamment les voûtes, les fosses, les murs de soutènement, la toiture. Donc les grosses réparations, les réparations urgentes. Par exemple, le tonnerre a fracassé la porte ou a levé le toit. Le bailleur doit prendre en charge. Le bailleur, obligation également, ce que les gens ne savent pas beaucoup aujourd'hui, le bailleur doit payer les précomptes sur loyer aux impôts et payer la taxe foncière. Parce qu'il faut le dire, il faut contribuer, vous savez, dans toutes les activités que nous menons, l'État a son droit de regard. C'est constitutionnellement reconnu puisque chacun doit contribuer aux charges de l'État. Et c'est la contrepartie du bailleur que de payer ce type d'impôt. Donc voilà en quelque sorte les obligations du bailleur. S'agissant du preneur ou du locataire, communément appelé, le locataire doit user, jouir du local qui est mis à sa disposition en bon père de famille et dans la destination pour laquelle le contrat a été passé. On voit certaines choses. Quelqu'un vient et contracte un bail à usage d'habitation. Quelques jours plus tard, il ouvre une vente empruntée. Le contrat est nul. Ou du moins, on peut annuler le contrat pour violation de clauses contractuelles. Donc, le locataire doit respecter la destination du contrat. Autre chose, le locataire doit payer les loyers à la date convenue. Et dans les modalités convenues, si c'est 100 francs, il doit payer 100 francs, il ne doit pas payer 10 francs. Si c'est le 10, il doit payer avant le 10. Donc, c'est également convenu. Également, le locataire doit pouvoir effectuer les réparations locatives. Ce sont des simples réparations qui sont liées à l'usage de la maison. Par exemple, vous êtes entré dans une maison en bon état et entend les enfants ont cassé le poignet de la porte. Vous devez être capable de pouvoir arranger la serrure. Donc, des petites choses. À moins que il est établi que cette réparation est relève d'une force majeure ou bien de la vétusté
de la maison. Dans ce cas, c'est le bailleur qui est en charge des réparations locatives. Donc, et également, sur le plan fiscal, généralement, c'est le locataire qui paye, qui enregistre le contrat aux impôts. D'accord. Généralement. En fait, ce n'est pas clair. C'est une lecture combinée des dispositions du Code général des impôts, mais c'est celui qui bénéficie de la prestation qui subit souvent l'obligation d'enregistrement. Mais maintenant, dans les discussions, parce que c'est comme je dis toujours, c'est la loi des parties, le contrat de bail, ils peuvent s'entendre, les parties peuvent s'entendre et c'est le bailleur qui enregistre. Mais généralement, grosso modo, les frais sont à la charge du locataire, donc notamment l'enregistrement. D'accord. Alors, locataire indélicat, on voit aussi souvent les bailleurs interrompre la fourniture, soit en eau, soit en électricité. Est-ce que c'est légal? Sinon, comment faire dans ce type de situation? Alors, ce n'est pas légal. C'est pénalement répréhensible. Sachez une chose, c'est une infraction, un délit qualifié de destruction. Okay. Vous allez me dire, mais le bailleur, c'est sa maison, comment il détruit? On voit des bailleurs qui arrachent même des portes. C'est une infraction. Parce que la loi dit que si vous détruisez un bien qui vous appartient ou qui est occupé par une autre personne qui a un droit greffé dessus, ce qu'il faut savoir, c'est que le locataire a un droit sur votre bien qu'on appelle le droit d'usage, le droit de jouissance. C'est un dérivé du droit qui lui est reconnu. Donc, le fait pour le bailleur de violer ce droit, il s'expose à des poursuites pénales. Par contre, quand on a un locataire indélicat, il y a un adage qui est connu. Nul ne doit se rendre justice à soi-même. C'est connu. Parce que nous sommes dans un état de droit, nous sommes dans une république, on ne peut pas fonctionner comme si on est dans la jungle. Un locataire, 1 mois, 2 mois, 1 an, on va arracher la porte. Dans ce cas, qu'est-ce qu'on fait? Il y a toujours les voies amiables. On va à sa rencontre, on essaie d'entreprendre pour parler, pour l'écouter, puisqu'on a suivi dans le Vox Pop, certains vous avouent avoir des arriérés de loyer ou bien dans une situation d'impécuniosité, ils n'ont pas d'argent. Mais c'est d'abord le dialogue. Le dialogue, c'est important. Mais si on a en face quelqu'un qui est vraiment indélicat, qui est de mauvaise foi, dans ce cas, on saisit la justice, puisqu'il y a des poursuites civiles qui peuvent se faire. Aujourd'hui, au Cameroun, depuis 2016, il y a des poursuites pénales. Justement, parlons donc des poursuites pour le locataire, du moins, un locataire indélicat, insolvable. Qu'est-ce qu'il encourt, selon la loi? Alors, déjà, il y a la procédure civile. Il encourt, il peut être expulsé, il peut être condamné par le juge civil au paiement déjà des loyers qu'il doit, des loyers échus et éventuellement des dommages-intérêts compensatoires et moratoires. Compensatoire, ça veut dire en compensation du préjudice subi par le bailleur ou moratoire en raison du retard de paiement. D'accord. Mais la voie la plus usitée aujourd'hui, c'est la voie pénale. Il faut savoir qu'aujourd'hui, depuis 2016, avec l'article 322-1 du Code pénal, le locataire indélicat peut être poursuivi du délit de filouterie de loyer. D'accord. Mais le problème, c'est que, et aujourd'hui, les gens sont totalement embrouillés. Parce que même les professionnels, je vais dire les procureurs, je ne vais pas dire procureurs, les policiers, les officiers de police judiciaire s'embrouillent totalement. Parce que cette disposition légale a quand même prévu des conditions pour pouvoir mettre l'action en mouvement. D'où les obligations que je viens d'évoquer. Pour pouvoir poursuivre quelqu'un du délit de filouterie de loyer, il faut que le contrat soit enregistré. Il faut également que le locataire doive au moins des arriérés d'au moins de 2 mois de loyer. Et il faut que le bailleur ait adressé une sommation de respecter les clauses du bail ou une mise en demeure datant d'au moins 1 mois avant la poursuite. Et ces 3 conditions sont cumulatives. Ça veut dire que si l'une de ces conditions manque, en principe, l'action pénale est irrecevable. Si toutes ces conditions sont réunies, alors le locataire encourt une peine de prison de 6 mois à 3 ans d'emprisonnement ferme ou éventuellement d'une amende. Et à côté de cela, le juge pénal peut le condamner à payer les loyers échus et également les dommages-intérêts. D'accord. On va y aller rapidement. Dernière question. Comment réagir face à une rupture abusive des termes du contrat ou même à un changement des termes du contrat pendant le bail? Je veux dire, c'était pour 1 an.
voici ce qu'il faut faire, mais en chemin, tout est changé. Comment réagir? Alors, ce qu'il faut déjà savoir, c'est que l'article 1134 du Code civil dit que les conventions légalement faites tiennent lieu de loi entre les parties qui les ont faites. Donc, voilà un peu, en grosso modo, ce que l'article dit. Donc, cette loi dit que le contrat, c'est la loi des parties. Maintenant, et cet article dit également que le contrat ne peut être modifié que de commun accord ou dans des cas que la loi prévoit. Donc, on ne peut pas se lever le matin, changer une clause ou ne pas respecter une clause du contrat. C'est une violation des clauses contractuelles et susceptible de poursuite pour résiliation abusive du contrat de bail. Merci, ce n'est pas une résiliation abusive entre nous. Merci beaucoup, nous sommes arrivés au thème de notre émission. Merci et à très bientôt. Mesdames et messieurs, merci à vous d'avoir été des nôtres. Nous espérons avoir répondu à quelques-unes de vos préoccupations. N'oubliez surtout pas, nul n'est au-dessus de la loi et nul n'est censé ignorer la loi. À très bientôt.